On dit que ce sont les soldats qui gagnent les guerres. Mais sans ces machines, ils n'auraient pas fait un pas. Les chars Sherman, les chasseurs de chars et les omniprésentes Jeeps, voilà le vrai matériel. Découvrez notre analyse complète de tout ce qui a volé sous le drapeau américain. Le char léger M2. Avant que le conflit ne s'embrasse totalement, le M2 servait de terrain d'entraînement pour les forces blindées américaines. Avec sa curieuse configuration à double tourelle sur les premiers modèles, il fut rapidement dépassé par l'évolution technologique, mais il établit néanmoins les bases mécaniques des chars qui suivraient. Le M3 Stuart, surnommé affectueusement Ronney par les équipages britanniques, fut le premier char américain à voir l'action en Afrique du Nord. Bien que son canon de 37 mm fût relativement modeste, sa vitesse exceptionnelle et sa fiabilité mécanique en firent une légende parmi les véhicules de reconnaissance. Le M5 Stuart représentait une évolution directe du M3. Le M5 Stuart arborait une coque inclinée et deux moteurs Cadillac jumelés. Plus silencieux, générant moins de chaleur, il offrit aux Alliés une plateforme de reconnaissance rapide jusqu'au dernier jour du conflit. Le M22 Locust, conçu pour tomber des cieux, ce char était suffisamment compact pour tenir dans un planeur lourd. Même si son utilisation au combat resta limitée, il incarnait une expérimentation audacieuse visant à fournir aux troupes aéroportées leur propre soutien blindé. Le M3 Lee constituait une mesure transitoire pour le moins inhabituelle. Il montait un canon de 75 mm dans la coque et un canon de 37 mm dans une tourelle pivotante. Avec sa silhouette élevée et sa traverse limitée, il présentait des défauts évidents, mais il apporta une puissance de feu lourde cruciale à la 8e armée britannique au moment où elle en avait le plus besoin. Le M4 Sherman incarnait l'icône de la puissance industrielle américaine. Le Sherman n'était pas le char le plus imposant sur le champ de bataille, mais il se distinguait par sa fiabilité, sa facilité de réparation et sa production en quantité écrasante, servant d'épine dorsale à la pointe blindée alliée. Passons maintenant aux chasseurs de chars. Le M3 GMC fut l'une des premières tentatives de mobiliser un tir anti-char efficace. Il s'agissait essentiellement d'un canon de 75 mm installé sur un ban chenillé. Cette solution improvisée parvint néanmoins à percer les blindages ennemis durant les campagnes des Philippines et d'Afrique du Nord. Le M6 GMC, surnommé Fargo, consistait en un camion léger équipé d'un canon anti-char de 37 mm. Bien qu'agile, il manquait cruellement de protection et de puissance de pénétration, ce qui le relégua rapidement au rôle d'entraînement ou de soutien à l'infanterie à mesure que les blindages allemands s'épaississaient. Le M10, le Wolverine, fut construit sur un châssis Sherman avec une tourelle à toit ouvert. Il s'appuyait sur un blindage angulaire et un canon de 3 pouces pour traquer les Panzers ennemis. Ce fut le chasseur de chars américain le plus largement déployé du conflit. Le M18, le L4, avait été conçu pour une seule chose, la vélocité. Atteignant 80 km/h, il était le véhicule chenillé le plus rapide de la guerre, utilisant des tactiques d'embuscade pour surpasser en manœuvre les chars lourds allemands. Le M36 intervint lorsque les Alliés rencontrèrent les redoutables Tiger et Panther. Face à ces mastodontes, ils réclamèrent le Jackson. Armé d'un imposant canon de 90 mm, le M36 fut le seul véhicule américain capable d'éliminer de manière fiable les félins lourds allemands à longue distance. Passons désormais à l'artillerie automotrice. Le M7 Priest tirait son nom de l'anneau de mitrailleuse ressemblant à une chaire qui ornait sa superstructure. Le Priest montait un obusier de 105 mm sur un châssis de char, permettant à l'artillerie de suivre le rythme des divisions blindées progressant rapidement. Le M8 HMC, le Scott, intégrait un obusier de campagne de 75 mm sur un châssis léger Stuart. Le M8 fournissait un appui de tir indirect à courte portée, pulvérisant bunkers et nids de mitrailleuses pour dégager le passage à l'infanterie. Le M12 GMC était surnommé King Kong en raison de sa puissance brute phénoménale. Le M12 montait un canon de 155 mm sur un châssis de char plus ancien. Il fut conçu pour la destruction à longue distance et utilisé de manière célèbre pour briser les bunkers de la ligne Siegfried. Le M40 GMC arriva tardivement dans le conflit. Le M40 constituait le successeur du M12. Il associait le dévastateur canon long tome de 155 mm au châssis plus large et plus stable des dernières variantes Sherman, créant ainsi une pièce d'artillerie mobile redoutable. Le M43 HMC représentait le grand frère du M40. Cette variante remplaçait le canon de 155 mm par un obusier colossal de 8 pouces. Il générait une puissance destructrice incroyable, rasant les fortifications avec facilité durant l'offensive finale en Allemagne. Le canon d'assaut M4 de 105 mm. Il ne s'agissait pas d'un chasseur de chars, mais d'un brise-bunker. En installant directement un obusier de 105 mm dans une tourelle Sherman standard, les commandants dotèrent leur peloton de chars de leur propre masse d'explosifs pour les travaux de démolition.
Passons aux véhicules blindés et aux automitrailleuses de reconnaissance. L'automitrailleuse M3. La White Scout Car fut le chariot à roues des commandants en début de guerre, incluant le général Patton. Blindée, fiable et hérissée de mitrailleuses, elle servit d'élément de reconnaissance indispensable avant d'être supplantée par les half-track. Le M8 Greyhound était rapide, silencieux et mortel pour l'infanterie. Le Greyhound constituait une automitrailleuse 6x6 qui servait d'yeux et d'oreilles à la cavalerie, fonçant en avant des colonnes pour repérer l'ennemi avant de disparaître. Le M20 était essentiellement un Greyhound dépourvu de tourelle. Le M20 remplissait le rôle de véhicule utilitaire blindé. Il transportait les commandants, acheminait le matériel et déplaçait rapidement les troupes à travers des territoires dangereux sous la protection d'un blindage léger. Abordons maintenant les half-track. Le M2 half-track, plus court que son célèbre cousin, fut conçu principalement comme tracteur d'artillerie. Il remorquait les canons et les munitions, garantissant que les grandes batteries puissent progresser dans la boue qui aurait piégé un camion ordinaire. Le M3 half-track représentait le transport de troupes blindées par excellence de la guerre. Avec des chenilles à l'arrière et des roues à l'avant, le M3 transportait des escouades d'infanterie blindées au cœur de la bataille, les protégeant des éclats d'obus et des armes légères. Le M5 half-track était visuellement presque identique au M3. Le M5 fut produit par International Harvester, principalement pour le programme de pré-bail. Il comportait un moteur différent et des garde-boue blindés légèrement arrondis, servant fidèlement auprès des forces britanniques, canadiennes et soviétiques. Le M9 half-track était similaire au M5. Le M9 constituait la version d'International Harvester du half-track utilitaire. Il fut largement exporté vers les nations alliées, prouvant que la capacité industrielle américaine pouvait approvisionner l'ensemble du monde libre. Passons aux véhicules amphibies. Le M29 Weasel, initialement conçu pour une opération secrète dans les neiges norvégiennes, était un transporteur de fret entièrement chenillé et amphibie. Il pouvait franchir la boue profonde, la neige et les marécages qu'aucun autre véhicule ne pouvait traverser. Le LVT-1, l'Alligator, inaugurait la série des véhicules de débarquement chenillés. Il utilisait des chenilles en forme de pagaie pour nager dans l'eau et ramper sur les plages. Il constitua la clé cruciale pour débloquer la campagne de saut d'île en île dans le Pacifique. Le LVT-2, le buffle d'eau, améliorait l'Alligator avec une suspension optimisée pour les terrains durs. Il devint le cheval de bataille des marines, acheminant les approvisionnements du navire au rivage sous un feu nourri. Le LVT-4 représentait une amélioration majeure dans la conception amphibie. Le LVT-4 déplaçait le moteur vers l'avant pour ajouter une large rampe arrière. Cela permettait aux troupes et aux jeeps de sortir directement sur la plage à couvert plutôt que d'escalader les flancs élevés. Le LVTA-1 était un entraque armé dedans. Cette variante montait une tourelle de 37 mm provenant d'un char léger, transformant effectivement l'engin de débarquement en chasseur de chars amphibies pour soutenir la première vague de marine. Le LVTA-4 reconnaissait le besoin de frappe plus puissante. Le LVTA-4 remplaçait le petit canon anti-char par une tourelle d'obusier de 75 mm. Il agissait comme artillerie flottante, pulvérisant les défenses côtières à bout portant. Le Duku, prononcé Duck, était un chef-d'œuvre logistique. Il s'agissait d'un camion 6 roues motrices enfermé dans une coque de bateau. Il pouvait transporter des approvisionnements depuis un navire de transport directement jusqu'à un dépôt situé à des kilomètres à l'intérieur des terres sans jamais s'arrêter pour décharger. Abordons maintenant les camions et tracteurs. La Willys MB, la Ford GPW, la Jeep. Le général Eisenhower la listait parmi les 3 outils qui remportèrent la guerre. Petite, robuste et capable d'aller absolument partout, elle devint le symbole universel de la libération américaine. Le Dodge WC, la BIP ou Grand Jeep, constituait une série de camions robustes de 3/4 de tonne servant de porte-armes, d'ambulances et de véhicules de commandement. Si une Jeep était trop petite, le Dodge était la réponse. Le Chevrolet G506, le camion Chevy d'une tonne et demie, souvent éclipsé par des véhicules plus imposants, constituait un maillon logistique essentiel. Il transportait les troupes et remorquait l'artillerie sur tous les théâtres d'opération, y compris le front glacial de l'Est via le pré-bail. Le GMC CCKW, surnomme le Deuce and a Half, formate Alpine dorsale du Red Ball Express. Plus d'un demi-million de ces camions furent construits, créant le fleuve ininterrompu d'approvisionnement qui alimenta la course alliée à travers l'Europe. Le tracteur rapide M4 prenait le relais lorsque l'artillerie devenait trop lourde pour les camions. Véhicule de traction entièrement chenillé, il traînait les canons anti-aériens et de campagne lourds à travers les terrains les plus impraticables imaginables. Le Diamond T980/981 représentait le champion poids lourd de la récupération. Ce camion massif de 12 tonnes fut conçu pour remorquer des remorques porte-chars,
déplaçant les blindés endommagés ou opérationnels là où ils étaient le plus nécessaires sans user les chenilles du char. Examinons maintenant le génie et la récupération. Le M32 TRV, le véhicule de récupération de chars, était essentiellement un char Sherman doté d'une tourelle fixe et d'une grue massive. Le M32 bravait les lignes de front pour extraire les chars endommagés de la boue et les remorquer en lieu sûr. La dépanneuse lourde M1 constituait un monstre de camion équipé d'une grue robuste et de treuils. La dépanneuse M1 était la meilleure alliée du mécanicien, capable de soulever des moteurs, de redresser des véhicules renversés et de dégager les routes pour les convois. Terminons avec les véhicules de liaison et d'état-major. La Harley-Davidson WLA, la Librator, modifiée pour un usage militaire avec des fourreaux pour mitraillettes et des feux de camouflage, transportait rapidement les coursiers et la police militaire à travers le trafic chaotique des zones de guerre. L'Indian 741, bien que Harley ait occupé le devant de la scène, était un acteur vital. Plus petite et plus légère, des milliers furent produites, dont beaucoup envoyées aux forces britanniques et du Commonwealth pour maintenir ouvertes les lignes de communication. La voiture d'état-major Ford. Basée sur la berline civile standard, la voiture d'état-major Ford offrait aux officiers supérieurs un trajet relativement confortable, bien que dépourvu de blindage, entre les quartiers généraux. Peinte en kaki olive terne pour se fondre dans l'environnement militaire, la voiture d'état-major Chevrolet constituait la rivale de la Ford. La Chevy d'état-major était une version militarisée de la Master de luxe. Elle transportait les généraux et les personnalités importantes à travers les zones sécurisées, servant de rappel de la vie civile au milieu de la machinerie de guerre.